Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui vous fait découvrir le milieu sportif lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, on retrouve notre athlète multidisciplinaire en athlétisme, Ashley Germain, qui s'entraîne depuis près de 2 ans avec le club dynamique de Laval. J'ai bien hâte de voir ce qui s'est passé dernièrement dans sa saison. Alors, si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Bonjour Ashley, super content de te retrouver, mes collaborateurs aussi. Dis-moi ce qui se passe de ton côté, comment va ta saison, qu'est-ce qu'il y a de neuf de ton côté? Ça va très bien, j'ai déjà commencé ma saison, un bon début de saison. Pas beaucoup de douleurs aux genoux, fait que ça va bien, je suis contente. Donc la santé est revenue, Ouais. puis là on a commencé la saison des compétitions, donc tout se passe bien de ton Tout se côté. passe bien. Parfait. Écoute, qu'est-ce qui justement, tu parlais de cette douleur-là qui s'est estompée, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait ou comment c'est les traitements qui ont porté fruit? Ouais, chaud-froid. Aussi, je mets de la crème de temps en temps sur mes genoux. Donc ça l'aide un peu, que ça fonctionne. Parfait, donc super contente, j'imagine, d'avoir pu éliminer ce petit problème-là. Dis-moi, est-ce qu'au niveau de ta préparation physique en pleine saison comme ça, est-ce qu'on continue de travailler certains éléments avec ça? Oui, on continue de travailler, surtout avec Maryse. On travaille, qu'est-ce qu'on a travaillé au fond, fait que tout va bien de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a des choses que justement vous avez identifiées, Maryse, avec Ashley, qui étaient importants à insérer à ce moment-ci de la saison? Peut-être au niveau, je sais pas, au niveau de sa souplesse, au niveau des choses comme ça? Bien, c'est sûr que pour acheter la flexibilité, étant donné les problématiques qu'on a aux genoux, c'est quand même un enjeu important. Donc, d'améliorer les qualités musculaires, c'est toujours une bonne chose. Donc, pour acheter la souplesse, on va essayer d'aller la chercher avec du spécifique et des mouvements plus dynamiques. On sait que le statique, c'est quelque chose qui est de moins en moins populaire en termes d'étirement. C'est sûr qu'on va en maintenir toujours, mais on va essayer d'être créatif à trouver des exercices d'étirement qui sont plus... je dirais pas d'étirement, des exercices d'amplitude de mouvement, des exercices de flexibilité en dynamique spécifiques à son sport qui comportent plusieurs dimensions étant donné les nombreuses disciplines. Donc, c'est comme ça qu'on le travaille. Même Ashley le travaille peut-être même sans vraiment s'en rendre compte. Des fois, il y a des exercices qu'on vise à travailler la souplesse et qui sont cachés à travers le programme d'entraînement qui ne sont pas faits d'une manière vraiment traditionnelle, là. Ouais, Donc, l'athlète qui est à côté sur le mur, là, puis qui fait les étirements de jambes, de bras, c'est de moins en moins, si je comprends bien, c'est de moins en moins poussé. On en fait, mais c'est une moins grande proportion du temps fait en souplesse. On va aller chercher on va aller chercher un mouvement qui est plus près de ce qui est vraiment fait, Exactement. de la performance. Exactement. Oui. Okay. Donc, est-ce que toi, de ton côté, il y a des éléments que tu as dû intégrer dans ta préparation physique, peut-être de façon un petit peu plus spécifique cette année? Non, on y va vraiment en général, je dirais. C'est pas très spécifique. Avec Ashley, on a entrepris, étant donné que les genoux, ça va mieux, on a entrepris les mouvements de base d'haltérophilie avec des très faibles charges parce qu'en fait, on détermine quand on commence à travailler ces mouvements-là des conditions gagnantes. En fait, ce qu'on souhaite, c'est pas nécessairement attendre un certain âge d'un athlète, c'est plus d'être capable d'avoir une bonne stabilité. Évidemment, les douleurs, les blessures, on ne veut pas régénérer ça par le type de mouvement qu'on va faire. Exactement. Donc, on va y aller avec souvent avec des manches à balai, par exemple, pas nécessairement la barre d'haltérophilie des gens partants, simplement pour travailler le mouvement, la technique, s'assurer que les bons muscles travaillent au bon moment et tranquillement installer un peu plus la vitesse pour ensuite mettre la charge pour travailler davantage en puissance, tel que nous permet de travailler les mouvements d'haltérophilie. Donc, c'est vraiment un travail de base, c'est d'établir, donc il n'y a pas nécessairement des charges importantes au niveau des poids, mais c'est d'établir les mouvements pour que, éventuellement, ce seraient des éléments qui pourraient être intégrés de façon plus importante. J'imagine aussi pour son type de discipline au niveau de l'heptathlon, ça doit être aussi
un équilibre à aller chercher entre souplesse, musculation, ces éléments de vitesse. Donc, ça doit être une recette qui doit être assez intéressante à travailler de ton côté. Oui, c'est un très grand défi parce que le volume d'entraînement est important en heptathlon, étant donné le nombre de disciplines. On doit toujours s'équilibrer avec l'entraînement sur piste. Donc, on est continuellement en conversation. Comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens fatigué? Puis, on ne se gêne pas de modifier le programme d'entraînement si on réalise que la charge de travail a été trop grande cette semaine. Donc, on y va avec autre chose à ce moment-là. Et dans cette préparation de base au niveau des mouvements, j'imagine aussi qu'il y a une certaine considération du moment où on se trouve à être dans la saison. Oui, tout à fait. Bien là, c'est ça. Pour Ashley, en ce moment, on n'est pas rentré dans les compétitions condensées, rapprochées, donc on peut se permettre encore d'être dans du travail un peu plus important en termes de préparation physique en salle de musculation. Donc à ce moment-là, ça te permet, toi, j'imagine, d'Ashley, d'aller chercher des avantages. Est-ce que tu vois les gains que tu vois ou que tu fais avec ces exercices-là, ces travaux-là de ton côté sur la piste ou dans tes différentes disciplines? Est-ce que tu te sens un petit peu plus prêt physiquement? Oui, ben ça peut pas vraiment faire de temps non plus, donc oui, je vois une petite différence. À ce moment-ci, pour Ashley, je pense que l'impact va être beaucoup sur son agilité, la compréhension de son corps, sa conscience vraiment de son corps, comment elle sent les muscles travailler. C'est beaucoup ça qu'on travaille à la base en termes de stabilité. Je parlais tout à l'heure, on va vraiment essayer de faire comprendre à Ashley quand tu fais tel mouvement, mais c'est tes fessiers qui doivent être recrutés, tu ne devrais pas sentir de pression dans tes genoux, par exemple. C'est des défis comme ça à ce moment-là. Donc, à ce stade-ci de la saison, on est encore dans la posture, dans le façonnement des mouvements, justement peut-être pour aider et éviter les malaises ou les blessures à ce moment-là. Oui. Parfait. Donc, Ashley, avec cette préparation physique-là, la musculation qui rentre un peu, l'établissement des bases, j'imagine que dans ta préparation, dans tes entraînements, il y a peut-être une charge qui est un petit peu plus importante. Est-ce que tu as vu des changements peut-être dans ta nutrition, dans ta façon de te préparer, dans ta façon d'aller chercher cette énergie-là que tu dois avoir au niveau de tes entraînements? C'est sûr que je fais toujours attention à ma nutrition. Je prends souvent des smoothies le matin. J'essaie de ne pas trop manger de cochonneries. Donc, oui. Puis, j'y vais toujours aussi avec mes shakes, si je peux dire protéinés. Mais je sais pas si, exemple, les ingrédients que contiennent les shakes sont légaux, si je pourrais dire. Donc, toujours un petit questionnement par rapport à ça au niveau des éléments qu'on peut retrouver. Je sais qu'on Oui, en effet. On en avait parlé par rapport à la certification de Santé Canada, mais peut-être voir à la préoccupation d'Ashley avec ces éléments-là. Oui, en effet, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on en avait parlé un peu. On parlait justement que si on voulait un supplément de protéines, il fallait s'assurer qu'il avait été vérifié par Santé Canada. L'important, c'est justement, comme tu l'as mentionné, c'est s'assurer que les ingrédients qui sont dans le produit, c'est bel et bien ceux-là qui sont dedans, que ça a été vérifié. Parce que, comme tu l'as dit, on ne veut pas qu'il y ait de produits dopants, que si tu fais des tests par la suite, tu sois disqualifié ou des choses comme ça. Donc, on veut vraiment éviter ça. Il y a des listes qui sont disponibles par rapport à Santé Canada ou le Centre canadien de l'éthique du sport, où ils vont faire une liste des produits dopants qui sont interdits dans certains produits. Donc, vu que c'est fait en collaboration avec Santé Canada, habituellement, les poudres de protéines ou les suppléments alimentaires, surtout pour les sportifs qui ont été vérifiés par Santé Canada, ne devraient pas contenir ces produits dopants-là, justement pour éviter les erreurs ou d'échouer un test antidopage. C'est sûr que nous, on recommande souvent de regarder avec des nutritionnistes ou des entraîneurs qui connaissent bien ces produits-là pour s'assurer que le produit que tu consommes soit légal. Moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est à quel moment tu prends tes shakes de protéines et tout ça? Je les prends, ça dépend parce qu'il y en a qui sont pour l'avant l'entraînement, puis il y en a qui sont après. Donc, ça dépend du moment. OK. Souvent, ceux-là qui sont avant, les études là-dessus sont mitigées. L'apport en protéines avant ou pendant l'entraînement, il n'y a aucun effet négatif de démontrer. Donc, c'est quand même pas perdant d'être essayé, mais il n'y a aucun effet positif non plus. Donc, c'est du cas par cas. Ce qu'on veut surtout, c'est les consommer après, comme on avait parlé la dernière fois. Donc, pourquoi? Parce qu'on va avoir une bonne apport en protéines pour rétablir les bris musculaires,
développer la masse un peu si on s'est fait des entraînements plus en type musculation. Et on veut aussi avoir un apport en glucides, en énergie pour justement refaire notre énergie et on a besoin aussi de glucides pour refaire les muscles. Donc tout à l'heure, tu parlais de qu'est-ce que va contenir un supplément en protéines. Ça doit contenir des protéines, c'est sûr, mais si le supplément contient seulement des protéines, il n'y a aucun problème. Il faut le consommer avec un apport en glucides. Donc, soit le mélanger avec du jus ou prendre un fruit à côté pour avoir le mix glucides-protéines. Et moi, personnellement, je suggère souvent les poudres de protéines qui ont le moins d'ingrédients possible. Parce que sur le marché, il y en a de nombreuses avec énormément d'additifs ou d'agents qui disent que ça va être bien pour le sport ou la récupération. Mais si on veut éviter d'avoir des produits illégaux dedans, moi, je recommande moins qu'il y ait d'ingrédients dans la poudre de protéines, mieux que c'est. On a juste besoin d'avoir vraiment les protéines comme telles. J'imagine qu'il y a un élément aussi à considérer dans où est-ce qu'on se procure ces éléments-là, même si la certification va en quelque sorte assurer la qualité du produit. Je pense que l'endroit où on se procure ces éléments-là doit être considéré dans la décision, dans la préoccupation que Ashley peut avoir. Oui, en effet. C'est sûr que dans les centres de conditionnement physique, dans les centres sportifs, il y a plusieurs endroits où on peut acheter ces poudres de protéines-là. C'est pas d'emblée un endroit va être meilleur que l'autre pour ces niveaux-là. Il faut vraiment vérifier si on a le produit a le code NPN, qui est le code de produit naturel que je parlais la dernière fois. Par contre, en pharmacie, oui, il y a des poudres de protéines qui sont vendues là. Elles sont un petit peu plus dispendieuses, mais au moins on s'assure de la sécurité. Et ça, c'est vraiment une poudre de protéines qui va avoir seulement de l'isolat de petit lait qu'on a communément appelé la whey. Donc, qui est le produit qu'on veut car c'est une protéine qui est absorbée rapidement, sans autre artifice aux alentours. Sans d'autres produits colorants, oui. Agents de conservation à ce moment-là. Exactement. Est-ce que ça peut un peu calmer cette préoccupation que tu avais? Puis en lien avec, j'imagine que c'est un élément en nutrition qu'on voit assez fréquemment au niveau des athlètes, à savoir, comment je fais pour m'assurer de ne pas me faire pincer ou de ne pas me tirer dans le pied avec simplement un élément qui est supposé m'aider dans ma préparation, dans ma récupération. J'imagine que c'est quelque chose que tu dois voir assez fréquemment avec les athlètes. Tous les athlètes, en fait, me posent la question parce que c'est extrêmement populaire. Dans les dernières années, en plus, la popularité a vraiment augmenté. C'est vraiment, moi, ce que je dis aux athlètes, c'est vraiment de questionner, nous, en nutrition, ou vraiment des entraîneurs qui connaissent vraiment bien les produits et non qui veulent promouvoir des gains de masse ou des gains de performance, car il y a énormément de produits et on ne veut pas que, malheureusement, tu arrives à une compétition, tu échoues un test antidopage, car tu as été mal recommandé. Et aussi l'utilisation qui est très importante, car beaucoup d'entraîneurs poussent pour... oui, les shakes, prends-en, il n'y a aucun problème, mais un excès de shake, c'est un excès calorique, un excès de gras. On va transformer ces excès de calories-là en gras, je veux dire. Donc, ça peut être nuisible à la performance. Ça aussi, donc, c'est à considérer, de dire, tu parlais justement à quel moment est-ce qu'elle les prenait, ou donc il y a cette perception-là, cet élément-là aussi à considérer dans à quel moment, combien j'en prends pour justement voir à ce que ça soit un apport important et positif dans ma préparation. Donc, ces éléments-là, c'est des choses, c'est des nouvelles informations que tu peux avoir puis utiliser dans cette préoccupation-là que tu avais. J'espère que ça a calmé certaines de tes questions. Oui. Parfait. Ashley, avec ta blessure ou ton malaise au genou qui s'estompe à l'intérieur de ta saison, j'imagine que tu dois peut-être avoir d'autres préoccupations, peut-être au niveau de blessures ou de prévention des blessures dans ce moment-ci au niveau de ta saison, avec les volumes qui sont encore à des bons niveaux. Qu'est-ce qui te préoccupe au niveau de tes blessures, de la prévention plutôt de tes blessures? Malgré que mes douleurs au genou ça va de plus en plus, je commence à avoir des périostites. J'en ai déjà eu. Puis après ça, c'est parti. J'ai mis des bas de compression. Je sais pas si ça allait être plus que ça. Donc maintenant que c'est revenu, je sais pas vraiment quoi faire. Comment les traiter à ce moment-là? Donc, les périostites. C'est sûr que, bon, à la base, une périostite, c'est un terme qui est assez large. C'est comme plusieurs blessures, malheureusement, on porte un terme large pour dire, bon, j'ai mal au genou, j'ai un
syndrome fémoro-patellaire, à quoi c'est dû, là, il faut se questionner, puis c'est là qu'il faut évaluer plus précisément. Périostite, souvent, on entend parler « j'ai mal au tibia ». Automatiquement, qu'est-ce qui sonne dans la tête? J'ai une périostite. Mais qu'est-ce qui est vraiment douloureux? Est-ce que c'est tibia? Est-ce que c'est le périoste en tant que tel qui est inflammé, où là, le terme périostite aurait vraiment lieu d'être? Ou c'est un mauvais contrôle musculaire au niveau des loges, différents muscles au niveau de la jambe? Problème de la cheville aussi qui peut référer plus haut. Est-ce que ça part du genou? Est-ce que ça part de la hanche? C'est assez vaste. Donc, de dire à la base, j'ai une périostite, oui. Mais à ça, il faut ajouter, OK, je veux investiguer un peu plus, savoir vraiment qu'est-ce qui est la cause de mes douleurs. À partir de là, oui, on peut trouver le traitement approprié, savoir est-ce que je peux utiliser des outils supplémentaires comme des bas de compression. Dans certains cas, ça peut aider, mais je dirais qu'en majorité, les bas de compression en termes de prévention ou de guérison de problématiques de douleur quelconque, ça ne sera pas magique. On ne peut pas se dire, j'ai une douleur, je vais mettre des bas de compression, ça va régler le problème. Tant mieux si ça fonctionne, mais ça risque d'être une exception assez rare, si on veut. Bas de compression, oui, je dirais pas non automatiquement, mais les pas, ça sert à rien. Si ça fait du bien, si tu sens que tes bas de compression te soutiennent un peu, tu te sens plus confortable, que tu as moins de douleur, pourquoi pas? C'est pas quelque chose qui va changer nécessairement la façon de bouger, qui va aggraver la blessure. C'est pas ça qui va la guérir, mais si on se sent mieux, j'ai aucun problème à te dire vas-y, justement, ça va t'aider à continuer des entraînements. Mais il faut comprendre qu'il y a autre chose derrière ça qui est créé la périostite. À partir de là, comment la traiter, ça va dépendre de la cause à la base qui a créé ces douleurs-là. Ce qui est recommandé, c'est un suivi en physiothérapie le plus rapidement possible. Plus on attend, plus c'est long à guérir par la suite. Généralement, c'est un manque de force, manque de contrôle au niveau des jambes ou un surentraînement. Un suivi avec un entraîneur, préparateur physique très, très important. Si la charge est trop élevée, en 80 90 si ce n'est pas plus des cas, l'athlète va ressentir des douleurs à un moment donné. C'est de s'assurer que la charge d'entraînement est suffisante, qu'elle n'est pas excessive, mais qu'il n'y a pas un manque aussi au niveau de l'entraînement. Si on manque d'entraînement et qu'on compétitionne à des hauts niveaux comme tu le fais, manque de force peut créer des blessures aussi à un certain point. Au niveau de la performance, quand on a une sollicitation pour une compétition, des choses comme ça. L'idéal, c'est d'avoir un suivi avec l'athlète, le préparateur physique et le physio quand il y a des douleurs qui apparaissent. Oui, il y a des moyens de prévenir certaines blessures. À ce moment-là, c'est justement bon réchauffement, bon cool-down après, bonne nutrition. C'est vraiment global qu'il faut adresser la chose en tant que telle. Une fois que les douleurs se présentent, c'est de ne pas attendre 6-8 mois, même si c'est léger comme douleur. Plus vite c'est pris en charge, plus vite ça peut être guéri à ce moment-là. Est-ce que justement les délais d'attente, tu parles de délais de guérison ou de réhabilitation, mais est-ce que ça peut aussi contribuer à la difficulté du diagnostic dans la perspective où plus on attend, on devient à être moins certain de quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce que je faisais quand ça a commencé, ces choses-là. Donc ça peut être aussi Exactement. un élément qui Effectivement. va venir, Juste à la base, plus on attend, moins on a souvenir de ce qui s'est passé quand c'est arrivé. Si on prend un exemple simple, une douleur à la cheville X, par exemple un entorse, à la base, c'est très, très facile à diagnostiquer si on veut à trouver le problème et à le régler. Mais si on attend, la cheville va guérir tranquillement. Probablement pas à 100% si elle n'est pas adressée au bon moment et si elle n'est pas traitée non plus durant le processus. Mais ce qui va arriver, c'est que, on boite. Si on ne le traite pas, on ne travaille pas, on ne fait pas les bons exercices, on continue de boiter. Douleurs aux genoux peuvent apparaître, douleur à la hanche, douleur au dos. Souvent, ce qui va arriver, douleur à la cheville, je mets plus de poids de l'autre côté, je commence à avoir des douleurs de l'autre côté. C'est là que ça devient pas plus difficile de diagnostiquer, mais plus long à traiter si on veut, parce qu'à la base, il va y avoir la cheville qui est problématique, qu'on veut traiter, mais là, on ne peut plus compenser avec le reste, parce que le reste est déjà compensé, puis ça devient problématique aussi dans les autres articulations, puis il faut traiter un peu plus globalement. Donc, c'est comme d'avoir un effet domino, en quelque sorte. Donc, parce que j'ai voulu continuer mes entraînements ou parce que j'ai pas nécessairement été à l'écoute de ce que j'avais comme signaux au niveau de mon corps, bien, ça va se répercuter sur d'autres choses. Ça amène à ce moment-là des délais dans le traitement, des difficultés dans le traitement. Tu parlais du périos. Dis-moi juste rapidement, c'est quoi qu'est-ce que c'est que le périos? En fait, c'est la couche par-dessus les os. Au tibia, c'est plus souvent là qu'on le voit parce qu'il est un peu plus épais aussi. Dans le fond, c'est juste une couche par-dessus l'ossature qui vient protéger un peu certaines structures, qui permet aussi en partie à une certaine attache musculaire. C'est pas quelque chose, c'est pas comme un ligament qu'on peut l'étirer, mais il peut devenir irrité s'il y a un mauvais fonctionnement
déséquilibre au niveau de la jambe. Donc, la périostite, c'est cette enveloppe-là qui est... C'est ça. Si on prend le terme périostite à la base, le it veut dire inflammation, puis on le relie au périoste, mais c'est pas dit que douleur au niveau, surtout jambe en antérieur, c'est pas nécessairement une périostite. On fait ce lien-là comme athlète, on fait ce lien-là souvent aussi comme entraîneur, j'imagine, ou comme personne impliquée, mais c'est pas nécessairement lié à cette inflammation-là, de cette enveloppe-là. C'est peut-être d'autres douleurs qu'on ressent de cette façon-là. Exactement. Donc, est-ce que ça peut te guider un petit peu plus sur ce qui est à faire, sur le traitement, sur la façon de régulariser cette situation? Là, tu l'as déjà vécu aussi dans le passé, donc j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins apeurant quand on l'a déjà vécu. Oui. Surtout que, vu que je vois une physio pour mes genoux, maintenant, ça sera pour les périostites aussi. On aura un nouvel élément à regarder avec cette physio-là à ce moment-là. Oui. Parfait. Ashley, la saison de compétition qui est démarrée, qui commence, tu as vécu là, une bonne compétition dernièrement. Ta préparation, elle semble être complète. Qu'est-ce qui est justement peut-être des éléments qui sont peut-être un petit peu nouveaux avec l'entrée ou le démarrage, le début des compétitions? Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas des très grosses compétitions, c'est le début de la saison. Mais éventuellement, je vais faire face à des compétitions un peu plus sérieuses contre des personnes de plus haut niveau que moi, au fond. Donc, reste à savoir comment je dois réagir face à ces situations-là. Personnes que ça fait plus longtemps qu'ils font ça que moi. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'au niveau souvent de l'intimidation ou un peu la crainte de la performance ou de rivaliser avec des athlètes qui ont plus d'expérience, c'est une préoccupation qu'on peut avoir. C'est sûr qu'au niveau de la préparation mentale, ce qu'on essaie de travailler à la base, c'est de justement, en quelque sorte, avoir un focus qui se revient à ce que je suis moi comme athlète. C'est sûr que si je commence à regarder contre qui je performe, qui est à côté de moi sur le couloir à ma droite, le couloir à ma gauche, c'est déjà de donner des avantages à mes adversaires. Donc, en quelque sorte, il faut que j'ai une certaine vision de tunnel puis que je me concentre uniquement sur ce qui m'appartient, sur ce que je contrôle, en quelque sorte. Et c'est sûr que aussi, d'avoir cette perspective-là, de mettre peut-être des rivales sur un piédestal ou du fait qu'ils ont plus d'expérience, du fait qu'ils sont sur le circuit peut-être depuis plus longtemps. C'est comme s'il n'y a pas une reconnaissance de ma juste valeur comme athlète. Si tu as fait les qualifications, si tu es à un championnat provincial, national, c'est que tu as en quelque sorte réussi à obtenir ta place. Donc, tu es aussi bonne, en quelque sorte, tu es aussi bonne que tous les autres qui sont là. Donc, c'est cette perspective-là qu'il faut peut-être que tu travailles dans cette préparation mentale-là, c'est de dire, en quelque sorte, je suis pas, même si j'ai peut-être moins d'expérience, même si je suis nouvelle sur le circuit, j'y ai ma place. La confiance pour un athlète, c'est probablement l'élément qui est le plus important à travailler au niveau de sa préparation mentale. C'est quelque chose qu'on va travailler de façon longue haleine, à long terme, pour que j'ai pas ces questionnements-là ou j'ai pas ces éléments de doute-là quand j'aurai à performer. Moi, je dis toujours, si on regarde, je prends souvent le tennis comme exemple, mais à chacun des tournois, il y a toujours un classement au tournoi. Donc, et on voit en première position, dans la 10e position, les joueurs. Donc, on se dit toujours, OK, mais si numéro 1, numéro 2, classé numéro 1, numéro 2, pourquoi on ne les prend pas de côté et on leur fait jouer leur finale? En quelque sorte, si on pense que c'est eux qui vont se rendre en finale, mais on va laisser de côté tout le reste et on va leur faire jouer. C'est que la performance, il y a toujours une possibilité que tu battes celle qui a plus d'expérience. Il y a toujours une possibilité que dans la performance, il y ait une réussite de ton côté. Donc, il y a aussi ce mindset-là, ou cette pensée-là à intégrer dans ta préparation, de dire, ça peut être aujourd'hui que je l'aborde. Souvent, ça peut être aujourd'hui que je vais gagner. J'ai les éléments, j'ai le talent. Donc, souvent, c'est un travail où on va regarder justement qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce qui m'a permis de me rendre où j'en suis.
quelles sont les habiletés que j'ai, quel est le talent que j'ai, quelles sont les capacités que j'ai, en quelque sorte, pour asseoir quelque chose d'un petit peu plus solide par rapport à j'ai les qualités, j'ai les habiletés, j'ai le potentiel. Ça reste juste une question d'exécuter. Et quand on arrive à un certain niveau, que ce soit au niveau des compétitions nationales, souvent c'est cette confiance-là qui fait en sorte qu'on est capable de performer au niveau des grosses compétitions, des compétitions importantes. Puis tu parles de compétitions un petit peu moins importantes ou le début de la saison, mais c'est aussi des moments où ce que tu peux aller chercher ces éléments-là, ou travailler ces éléments-là, c'est-à-dire d'aller chercher d'asseoir un petit peu plus ton talent, ou d'asseoir un petit peu plus tes habiletés sur ce que tu es capable de faire. Sachant qu'au cours de la saison, au fur et à mesure, tu vas continuer de progresser, tu vas continuer de t'entraîner, tu vas aller chercher des secondes, des dixièmes de secondes, tu vas améliorer tes performances parce que tu vas continuer aussi à travailler. Donc, il y a une préparation à faire par rapport à des compétitions un petit peu plus importantes, mais c'est vraiment en quelque sorte d'arrêter de la comparaison. Quand je me compare, je vais toujours être capable de me comparer à mieux que moi, en quelque sorte. Je vais toujours être capable d'aller chercher cette comparaison-là à mieux que moi. Et c'est un peu le défi d'un athlète parce que tous les classements sortent, le positionnement sort, les pointages sont sortis. Donc, il y a beaucoup c'est une façon, dans l'ambiance de l'environnement du sportif, d'avoir ces classements-là. Mais si je change un peu mon focus, puis je regarde un petit peu plus vers moi, vers mes talents, vers mes habiletés, vers mon potentiel, mais ça devient à être un petit peu plus solide chez moi. Puis je suis capable de relever le défi qui se retrouve à être devant moi, ou dans ton cas, dans les couloirs à gauche et à droite de moi. Donc ça, je pense qu'il y a cet élément-là qui serait important que tu regardes par rapport à ta préparation, c'est de dire, bon, ben, qu'est-ce qui fait mes forces? Qu'est-ce qui fait que je suis rendu où ce que je suis rendu? Qu'est-ce que j'ai eu comme défi, que ce soit des blessures, que ce soit des contre-performances? Ça fait aussi partie du cheminement d'un athlète de connaître des compétitions, ce que ça va un peu moins bien. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont à regarder de ton côté, mais je pense que tu seras en mesure de travailler ces éléments-là de ton côté puis de regarder ça. Ouais. C'est bon. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de voir comment tu peux, en quelque sorte, souvent, c'est qu'on ne se rend pas compte du potentiel qu'on a parce qu'on est trop axé sur la comparaison par rapport à mes compétitrices ou à mes rivales. Mais si je prends simplement le temps de ralentir, de regarder ce que j'ai comme talent, ce que j'ai comme habileté, ça me permet de relever le défi qui est devant moi à ce moment-là. Je suis convaincu que tu vas être capable de relever ces défis-là. Oui, on va essayer ça. Parfait. Alors Ashley, on est en mesure aujourd'hui de te donner encore des idées, de t'aider dans ta préparation, de voir comment justement on peut se préparer pour compétitionner. Je vous remercie encore, chers collègues experts, de pouvoir partager votre expertise et discuter des réalités de notre athlète. Vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos émissions, sur nos athlètes? Je vous invite à aimer la page Facebook TVRL ou encore de nous suivre sur notre fil Twitter @Sport9Laval. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.